Alors, bonjour, je m'appelle Zach Huston et je vais donc gérer la session sur… Merci beaucoup pour participer à cette réunion. Et comme vous le voyez, nous avons donc, une liste considérable de présentateurs. Alors, vous pouvez donc voir les gens du côté de la caméra. Et en fait, nous avons également donc une petite fête qui va se passer également en fin d'après-midi. Alors, soyez les bienvenus pour notre session qui est en ligne et également hybride. Merci beaucoup. Donc, je vais passer donc à la personne qui s'occupe donc du groupe. Alors, merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Alors, quel que soit l'endroit où vous soyez. Alors, voilà, nous allons donc discuter donc des problèmes alimentaires et des problèmes de climat. Alors, nous allons donc regarder également aujourd'hui donc les systèmes de transformation et le concept de circularité des systèmes alimentaires. Alors, moi, je vais demander donc à notre premier présentateur, Tin Lewin, de nous expliquer en fait. Alors, Megan, elle est chercheuse des systèmes alimentaires circulaires à the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Alors, merci beaucoup. Alors, bon après-midi. Merci de vous joindre à nous pour cette présentation. Alors, nous nous réjouissons donc de participer à cette présentation et donc sur les systèmes alimentaires circulaires. Et donc, avec tous nos chercheurs et nos experts. Alors, moi, je suis donc une rechercheuse. Je suis donc étudiante en master. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner donc une introduction sur les systèmes alimentaires résilients. Et bien sûr, on va rentrer dans le point vraiment important du sujet. Et bien sûr, on va parler donc de la circularité du concept et également des différentes recherches qui ont eu lieu et également donc bien sûr la durabilité de ces solutions et bien sûr partager donc la vision de ces systèmes. Alors, nous allons commencer donc avec le concept de la résilience. Alors, bien sûr, le système alimentaire doit avoir bien sûr de la résilience. Et donc, il faut se préparer face aux différents chocs auxquels ils peuvent faire face. Et donc, d'une façon consistante, et bien sûr, et les 2 dernières années, avec la pandémie, nous avons eu donc un problème de choc. Et également, il y a le problème donc, du changement climatique et qui inclut donc des crises et bien sûr qui étend l'effet. Et ensuite, maintenant, les 2 dernières années, nous avons également donc des problèmes très aigus sur l'insécurité de la nourriture. Et bien sûr, il y a donc qui crée une insécurité au niveau donc. Alors, pour créer donc la résilience de ces systèmes alimentaires, ça devient très très important. Et donc, ceci également lié au changement climatique. Alors, bien sûr, avec les systèmes que nous avons couramment, ne sont pas suffisants. Alors, en fait, pour se rétablir de ces effets dévastateurs auxquels nous avons dû faire face, alors nous avons dû créer, donc en fait, transformer le système alimentaire et bien sûr, alors il a fallu donc créer des polices pour avoir des transformations de systèmes alimentaires. Alors, il faut également créer donc des systèmes de santé qui soient sains et également protéger le système de l'environnement, enfin l'environnement tel qu'il est. Et il faut donc donner également des priorités et une résilience à cette situation et articuler en fait un système de transformation. Alors couramment, donc voilà, donc le système alimentaire en ce moment, donc il est très linéaire. Alors nous avons donc des ressources naturelles qui sont intensives et ensuite en parallèle nous avons donc beaucoup d'émissions et beaucoup de déchets. Donc
il faut donc également se dire qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui y sont ajoutés. Alors, il y a bien sûr, avec tout cela, un pouvoir corporate. Et donc, il faut faire face à cette demande de durabilité. Donc, il y a des problèmes qui ne sont pas loyaux, si vous voulez. Par exemple, il faut donc tester certains systèmes d'aliments en parallèle, s'occuper donc du changement climatique. Alors, nous avons également trouvé que un des meneurs de la situation est également la situation donc, de la terre et le problème de culture de la terre. Il y a également beaucoup de déchets, non seulement au niveau de la nourriture, mais ceci qui est dû donc au changement climatique et à l'impact de l'environnement. Alors, les systèmes alimentaires doivent donc être conduits d'une façon très intelligente. Alors, voici donc la circularité des systèmes alimentaires. Alors, il y a donc eu un concept et il faut donc vous donner quelques exemples de ce que nous avons ici. Alors, il y a donc la connaissance écologique traditionnelle et ces dernières années, nous avons donc trouvé, on a bien vu que la nature travaille d'une façon très pratique. Alors, la circularité est donc un point très fondamental. Alors, peut-être on peut reconnaître ceci lorsque l'on voit donc qu'il y a des coexistences de systèmes et des systèmes économiques. Alors là, je vais vous en nommer quelques-uns. Alors, en fait, il faut également, adhérer au système de recyclage. Par exemple, les matières premières sont très difficiles à s'en débarrasser et il faut donc maintenir cette valeur naturelle. Alors, cette approche est très critique et bien sûr, il faut donc avoir des systèmes durables et également inclure des systèmes alimentaires divers. Alors, par exemple, certains existent, mais il faut avoir donc des stratégies qui sont très pointues afin de découvrir des opportunités. Et donc, je vais manifester ceci dans notre approche. Alors, il faut revenir en fait vers cette façon de penser et de recréer un environnement qui soit très pratique et plus résilient. Alors, la circularité est bien sûr une évolution du système linéaire. Alors, bien sûr, la durabilité et la résilience ne sont pas du tout la même chose. Alors, il faut une tragédie qui soit visée à être robuste et aussi à se remettre. Mais ceci ne veut pas dire nécessairement que c'est durable. Et bien sûr, la stratégie est, concentrée à améliorer la durabilité et quelquefois ceci ne sera pas résilient. Donc, voici la transformation et la façon dont on peut la concevoir. Alors, donc, en fait, je vais donner donc la parole maintenant à notre expert qui va nous donner donc une explication sur les modèles de circularité. Alors, j'espère que vous avez donc apprécié la discussion. Merci beaucoup, Megan, pour cette présentation. Et donc, nous aurons donc des points pour les discussions avec les panélistes. Alors, les 2 dernières années, nous avons donc on a bien démontré que le système était très fragile. Il y a eu donc des problèmes comme bien sûr la pandémie, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine et bien sûr tous les catastrophes naturelles telles que les sécheresses en Afrique. Et bien sûr, tout ceci affecte le système alimentaire linéaire qui existe en ce moment. Alors, il faut que ces systèmes soient beaucoup plus résilients, beaucoup plus durables et puissent étendre ce système de circularité. Alors, ce sont des questions auxquelles nous devrons répondre. Alors, nous avons donc bien sûr des présentateurs qui ont des expériences phénoménales
Alors maintenant, je vais vous introduire, je vais vous présenter. Maintenant, nous avons Destin Mebratou, qui est professeur professeur au Centre de Sustainability Transition de l'Université de Stellenbosch et responsable de l'initiative des champions de haut niveau des Nations Unies sur le brûlage des déchets à l'air libre. Nous avons également Mamadou Koïta, directeur exécutif de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives au développement, membre fondateur de la Copenhagen, Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, et de l'AFSA, qui est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire. Nous avons également Alice Rouiza, directrice de la région Afrique, Fonds mondial pour la nature du WWF. Alors, comment est-ce que cela va travailler? Alors, nous allons donc poser des questions à ces présentateurs. Alors, je vais donc poser la même question à tous ces présentateurs. Et donc, chacun pourra répondre d'une façon ou d'une autre, mais en 2 ou 3 minutes. Comment le système linéaire actuel est-il utile? Alors, comment pensez-vous que l'on peut faire avancer ces systèmes alimentaires linéaires vers une circularité? Alors, ici, je vais commencer avec Alice, parce que le WWF a lancé une initiative sur... Alors, Nancy, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative que vous avez lancée? Alors, je suis désolée. Donc, parce qu'avec mes problèmes de bande passante, je vais éteindre ma vidéo. Alors, le Fonds mondial pour la nature, WWF, alors, nous avons donc un problème le système alimentaire agricole. Alors, le système de production agricole au sein donc du WWF, alors étudie en fait la consommation et la production. Alors, ce que nous essayons d'obtenir, c'est une production durable et avec bien sûr une production réduite de déchets. Alors, nous voudrions donc que 50% de la région qui soit, gérée d'une façon durable. Alors, nous travaillons également sur des problèmes alimentaires. Alors, nous essayons donc d'avoir une production sur l'environnement. Nous savons également qu'il faut donner l'accent sur la circularité et que sur ces systèmes de production, il faut en fait parler de nos initiatives entre l'Est et l'Ouest, où l'initiative de la circularité a été mise en place. Alors, lorsque, par exemple, les gens vont donc acheter, waste, pardon, j'ai mal compris. Donc, là, on parle des déchets qui se produisent lorsque les gens donc, vont faire des achats. Alors, il faut en fait éduquer les consommateurs et donc leur donner une prise de conscience sur les déchets alimentaires. Et nous voulons qu'ils comprennent pourquoi la nourriture est-elle donc gaspillée. Il faut donc les rendre beaucoup plus, et que l'emballage soit beaucoup plus efficace. Alors, il faut leur faire comprendre de ce qu'ils font. Alors, nous voulons donc travailler avec les gouvernements nationaux et en fait étudier ces différentes méthodes et ajouter des méthodes qui puissent être travaillées donc au niveau national. Alors, nous travaillons avec des chaînes de fournisseurs parce que nous voulons qu'ils étudient donc le gaspillage des déchets. Nous avons également considérons à travailler également avec des étudiants pour soutenir les initiatives gouvernementales pour qu'il y ait une meilleure intégration avec les déchets. Alors, nous voulons que ceci donc se développe dans 5 pays. Alors, il y a donc des plans nationaux et nous voulons que ceci soit également développé dans le secteur privé.
Alors, nous avons besoin également de plus de méthodes pour, pour rapporter toutes ces informations et ces actions. Merci beaucoup. Alors, merci, c'est un plan qui est très ambitieux. Alors, bien sûr, il faudra donc que les gouvernants puissent, comment dire, aider à reporter donc les différentes solutions. Alors, Mamadou, donc, je vais venir vers vous. Et donc, on voudrait savoir comment les systèmes circulaires vont-ils devenir plus résilients. Alors, merci beaucoup. C'est une opportunité intéressante pour moi. Et bien sûr, on va donc parler donc, des différents réseaux qui sont en place et également donc l'AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Alors, je sais que nous n'avons pas beaucoup de choix avec ces systèmes et même si nous n'avons pas appris beaucoup, nous avons donc appris, en fait, il faut quand même continuer à développer. Alors, il faut donc également prendre en considération tous les faits et les institutions qui sont en place et en fait, essayer donc d'avoir un système de circularité dans certains pays. Alors, il faut également donc inclure les corporations, les grandes sociétés pour que ceci donc puisse se réaliser. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre de tout ceci et il faut savoir, alors lorsque nous regardons donc la chaîne de production, il faut regarder en aval et en amont afin de bien comprendre. Alors, il faut savoir ce que nous mettons donc dans les systèmes. Il faut étudier toutes les ressources, par exemple les fertilisants et comment nous les manipulons, non seulement, comment dire, d'une façon commune, mais également et donc par un nombre limité de personnes. Il faut également donc alors, il faut également étudier donc, les autres systèmes et ceux-ci ne peuvent être dissociés. Alors, il y a différentes cultures dans chaque pays. Alors, si vous considérez ceci, alors il faut donc considérer donc l'impact que cela a, comment nous pouvons changer ce système de production des aliments et donc de pousser les fertilisants, par exemple, et d'avoir beaucoup plus de systèmes résilients et des procédés. Et deuxièmement, comment pouvez-nous communiquer entre les différents systèmes, également au niveau donc, de la mise en place des procédés. Alors, nous essayons donc d'avoir des systèmes de transformation qui utilisent comment pouvons-nous donc changer les systèmes de transformation des aliments et donc qui sont situés à différents niveaux. Il faut donc mettre l'emphase afin qu'il... je ne comprends pas là. Je suis désolée là, mais j'entends mal. Voilà, donc je voudrais donc prendre plus d'informations sur ce problème. Et maintenant, je vais passer la voix à Hannah Van Zenten. Alors, on parle donc des systèmes d'alimentation secondaire. Voilà, donc voici les concepts. Alors voilà, donc moi je travaille sur ces concepts circulaires depuis l'année dernière. Et donc nous avons développé, comment dire, un modèle de travail que vous voyez sur cette diapo. Alors le principal fait donc relate les limites. Alors par exemple, éviter donc par exemple le gaspillage de la nourriture. Et le deuxième point, c'est de s'assurer que nous utilisons donc des aliments sains. Et ceci donc se rallie bien à nos principes alimentaires. Alors, si vous pensez donc à certains pays où la population en fait fait une surconsommation, alors ce qu'il faut éviter donc le principe d'éviter donc le gaspillage des déchets. Alors nous devrions donc recycler assez d'aliments pour que nous puissions. Alors on peut recycler par exemple les produits, les fertilisants par exemple, les produits de côté, des byproducts. Et tous ces produits différents organiques peuvent être utilisés comme nourriture pour les animaux.
Alors, il faut donc redessiner, recréer un concept de système alimentaire. Et ensuite, nous aurons donc un système alimentaire correct. Merci. Alors, merci beaucoup pour vous joindre. Je sais que vous utilisez un portable. Alors, dites-nous, parlez-nous de votre travail et qui a commencé donc avec le gaspillage et votre expertise. Maintenant, je vais vous parler de mon travail de recherche et de développement et de durabilité et notre travail par rapport à tout ce qui est circulaire et l'accent qu'on pose sur l'importance d'avoir une perspective du cycle de vie. La circularité ne peut intervenir ou exister sans ce cycle de vie. Et donc, lorsqu'on regarde des systèmes de production ou de consommation, il y a les sites d'extraction, le site de traitement, etc. Bon, il y a tout le cycle de vie, en fait. Ensuite, il y a l'application de la circularité du système qui doit prendre en considération tout cela. Par rapport au système alimentaire, l'agriculture et la production alimentaire existent depuis des millénaires. Où est-ce qu'on a commencé à remarquer qu'il y avait un problème? Au moment où, eh bien, il y a eu un problème au niveau de l'intensité des ressources en combinaison avec la nature linéaire de cette chaîne de cycle de vie. C'est là où le système agricole et alimentaire est devenu non durable en termes d'extraction d'eau, en termes de nutriments et de tous les autres éléments qui vont entrer dans le système de production alimentaire et agricole, et ainsi que la distribution et la consommation. C'est là où le défi a commencé à se poser lorsqu'on parle de circularité de tout le système, comment récupérer la situation qu'on avait par le passé avant dans les économies subsistantes et agricoles. On pouvait produire ce qui émanait de ce processus de production et ensuite euh, ce qui n'était pas consommé retournait dans le système naturel. Et en raison de l'extraction et le processus de récupération de ces économies, eh bien, comme on s'est départi de cela, les défis pour la production d'une agriculture durable eh bien, est devenu un problème. Pour se départir de cela, comme on l'a souligné notamment par des orateurs précédents, il faut agir à différents niveaux, pas à un seul niveau, il faut différents leviers d'intervention et les plus intégrés possibles. Et seulement ce type d'intervention pourra donner un quelconque résultat. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement une question de production agricole, mais de processus agro aussi. Lorsque les pratiques non durables et inefficientes continuent en termes de production agricole et de valeur nutritive. Donc il y a un certain nombre d'interventions qu'on peut considérer lorsqu'on parle de tout un système. Et je reviendrai par la suite à ce qui a trait avec la fin de vie. Comment vous occupez des choses qui sont en fin de vie? Il faudra revenir là-dessus dans la discussion. C'est effectivement fascinant, merci. Et c'est un point très important à mentionner. Ce n'est pas seulement une question de production, mais aussi le traitement et toutes les autres étapes qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de circularité. J'avais bien expliqué, ça m'a fait réaliser d'ailleurs que c'est effectivement la façon naturelle dont la nature fonctionne elle-même. Les choses linéaires, ou les pratiques linéaires sont des choses qui sont contraires à la nature. Et je vais suivre avec une question par rapport au niveau du stade de fin de vie. Est-ce que vous pouvez établir cette relation entre le décès, un système circulaire plus large en général? Je pense qu'ici on a un diagramme que vous vouliez nous montrer. Je vais essayer de le montrer de notre côté parce que je vois que nous avons le téléphone et qu'on ne peut pas voir vos transparents. Est-ce que vous avez la possibilité de montrer ce diagramme pour qu'on puisse continuer d'approfondir? Oui, effectivement, je peux vous en parler et c'est lié à mes autres responsabilités, notamment au niveau des champions de haut niveau des Nations Unies. On a produit un rapport récemment avec des pratiques en Afrique
avec des opportunités liées à cela. 60% des déchets qui sont émis des centres urbains sont biodégradables, 20% sont recyclables et le reste part dans des décharges ou alors sont incinérés. 11% des déchets d'Afrique sont relativement traités, on va dire, ou en tout cas, on peut dire que l'opportunité économique que ça représente est perdue par l'Afrique et ça représente pratiquement 8 milliards de dollars par an parce qu'ils sont incapables encore de récupérer la partie utile des déchets dans le système. Lorsqu'on parle de déchets biodégradables, comme indiqué avant, eh bien, il y a toute une série de produits utiles qui peuvent être produits à la base de ça. Du compost qui retourne dans le système en tant que fertilisant. Ça peut être traité pour lutter contre la mouchetoire. Il y a aussi certaines choses qui peuvent être utilisées pour l'alimentation et le fourrage alimentaire. Pour les animaux d'élevage. Et en tout cas, les déchets peuvent être beaucoup mieux exploités qu'ils ne le sont actuellement. Donc, en regardant l'exemple de ce qu'on fait dans les pays occidentaux, le diagramme est maintenant à l'écran, c'est juste pour vous informer. Je ne peux pas le voir, mais c'est simplement pour vous dire que les choses principales qui ont lieu, c'est au niveau de la concept. Lorsque vous avez des déchets, vous avez tous ces niveaux de possibilités pour amener cela dans le système économique et générer une valeur additionnelle pour les pays africains. C'est aussi quelque chose qui vise à créer de l'emploi avec des dizaines de milliers de services qui aujourd'hui sont plus adaptés en termes de gestion. Et c'est pour le moment encore un échec en Afrique. Donc, avec les fournisseurs informels de déchets, peuvent apporter un backup technique, les engager dans la création de valeur pour l'Occident, beaucoup de valeur peut être générée au niveau économique et socio-environnemental. Je pense que c'est ainsi qu'on pourrait récupérer ce qu'on a retiré du système naturel pour revenir au système sous différentes formes et continuer avec un système de production plus durable. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille actuellement. Aujourd'hui, pour info, on travaille sur le lancement d'un partenariat multiple. C'est une initiative pour arrêter les incinérations à l'air libre en Afrique d'ici 2000, en fait, lors de la prochaine COP en Égypte. Je pense que c'est d'ici 2023. Alors, en parlant de modèle HANA, pouvez-vous nous parler un peu plus du modèle que vous utilisez pour évaluer les 3 principes que vous avez mentionnés précédemment? Oui, merci. Je vais encore une fois vous partager mon écran. Au cours des dernières années, nous avons développé différents principes, mais ensuite la grande question était qu'est-ce qui va arriver si on évalue, parce que ces principes sont basés sur différentes études qu'on a réalisées, mais cela vise à évaluer une partie spécifique du système alimentaire. Et dès lors, quand on évalue ces différentes composantes du système alimentaire, on n'a jamais le panorama complet. Ces dernières années, on a développé un modèle qui s'appelle système circulaire et on mesure ainsi l'impact au niveau des gaz à effet de serre, l'utilisation de l'eau. En même temps, on s'assure qu'on produit un régime qui soit sain pour tout le monde, c'est-à-dire les nutriments nécessaires, la dose de protéines, de vitamine B12, etc. Mais en même temps, s'assurer qu'on produit également les bons aliments en évitant la surconsommation de viande rouge traitée ou alors lorsqu'il y a un manque de fibres, etc. Donc, il faut diviser les différentes zones en Europe en fonction des conditions du sol et du climat. Et dans chaque zone, le modèle peut sélectionner un certain de modèle qui sera transformé en nourriture. On pourra aussi traiter des leftovers. On crée également une certaine quantité de déchets alimentaires et on a aussi les bi-produits des animaux. Une partie de ce qui sera resté, eh bien,
pourront être utilisés comme des fertilisants et être intégrés dans le système de production alimentaire. Et on peut également utiliser la récupération de la pêche aussi comme nutriment. Quels animaux devons-nous garder? Quels animaux doivent être alimentés dans ce cas-là? Avec quels fertilisants? Et qu'est-ce qu'on finira par consommer? Et finalement, il faut créer également une ligne de base avec la situation actuelle. Ensuite, en optimisant au niveau de l'impact environnemental avec un régime sain, on aura donc un panorama différent avec des transitions pour comparer la situation actuelle par rapport à ce qui pourrait être le cas à l'avenir. Ensuite, on peut recréer le système alimentaire sur cette base. On peut rééchelonner pour comparer et appliquer cela aux différents pays. Merci, c'est très intéressant. Alors, je serais fascinée d'entendre ce à quoi ressemblerait un modèle mondial. Nancy, est-ce que je peux venir vers vous après Anna, parce que vous avez mentionné avant une nourriture qui est un héritage. Est-ce qu'on peut donner des bons exemples ici de systèmes circulaires en la matière? Pouvez-vous expliquer davantage? On comprend tous qu'un certain nombre d'innovations, euh, il y a des connaissances, on va dire, ancestrales, qui même sont assistées de nouvelles technologies et innovations, mais la plupart de ce qu'on faisait eh bien, contiennent certaines informations qui étaient héritées des traditions ancestrales et indigènes. Il y a certains aspects par rapport à la gestion des déchets alimentaires qui sont utilisés en Afrique, par exemple. La question de la poudre de lait qui peut avoir différentes origines. Il y a des communautés, dont des pays tels que le Kenya, pour un certain nombre de raisons, pourraient assécher le lait. Et ce lait, ensuite, se forme de la poudre. Et on a aussi euh, des viandes rôties ou des poissons séchés ou fumés. Et cela peut être conservé longtemps. Également, ce type de poissons salés peuvent être déplacés dans différentes villes pour le vendre plutôt que de le laisser pourrir. On sait que ce type de sacs alimentaires aussi sont à l'origine de cette perspective africaine de mettre les céréales à l'intérieur d'un pot et de le tenir bien hermétique pour que les insectes ne puissent pas entrer. Il y a beaucoup de connaissances indigènes qui sont bien adaptées et sont basées sur les questions sociologiques et aussi certains éléments de modernisation parce que à l'époque, eh bien, il n'y avait pas tellement de façons de créer des récipients vraiment hermétiques, mais maintenant c'est le cas et cela nous permet de les conserver également beaucoup plus longtemps. Et il y avait des systèmes indigènes également qui ont inspiré les innovations. Par exemple, il y a beaucoup de communautés qui ont interdit les déchets agricoles vivaient sur la ferme et découvraient que ces zones eh bien, donnaient de plus grands rendements avec ces déchets de la ferme. Et ce qu'on a remarqué avec ces technologies nouvelles comme il y a des innovateurs dynamiques qui peuvent constituer une bonne source d'information dès lors qu'on va travailler sur les systèmes économiques circulaires et même l'intégration de déchets peut en faire partie, bien sûr. Et cela va nous permettre de visualiser comment les pratiques indigènes et les connaissances vont entrer dans les principes de sécularité. Euh, Où est-ce que s'intègre la transition écologique, etc., dans tout cela au niveau de ces économies circulaires. Vous savez que l'Afrique a résisté pendant pas mal de temps contre un modèle qui était imposé à l'époque. Si vous regardez les tendances, l'utilisation de fertilisants, alors qu'on est à moins de 10 kilos par hectare de fertilisants, les gens ont compris les connaissances traditionnelles qui ont été trouvées, la perception également de la production alimentaire est très loin des conceptions modèles. Il nous faut un modèle qui permettra de comprendre ce type de modèle en Afrique. Et il y a des pays qui ont des modèles plus durables que d'autres également. Travaillons sur ces principes et pour travailler avec l'environnement, on va essayer
de mettre les ressources dans les mains de ceux qui produisent et être aussi circulaire que possible parce qu'on a un type de marché également qui peut être approprié pour que cette nourriture soit rendue disponible pour les gens qui en ont besoin, en même temps créer de la richesse et un revenu local en insistant et maximisant le profit pour une poignée de gens. On minimise les risques et on maximise les profits. Regardez cela, la résistance a apporté se base sur la manière traditionnelle de se produire, eh bien, la façon de circuler cela. C'est de là que vient la question des semis également. Il y a certains semis qui sont donnés, partagés, vendus. Il ne faut plus suivre ces systèmes d'utilisation de semis qui sont improductifs et qui ne sont pas pérennes d'année en année. Donc, il faut récupérer un modèle de souveraineté au niveau de la production alimentaire. En Afrique occidentale, on a plusieurs niveaux de défense en termes de réserves alimentaires. On a à l'échelle locale, avec les banques de céréales, et dans certaines zones de mon pays, les communautés auront un minimum de 5 ans de réserve pour accroître leur résilience, comme le problème que le Rwanda a rencontré récemment. Aussi au niveau national, lorsqu'on parle de stock de souveraineté et de sécurité nationale, il y a certaines choses qui peuvent avoir lieu à ce moment-là également. Ensuite, on a un troisième niveau qui est également la réserve régionale. L'Afrique du Sud et l'ECOWAS font des expériences actuellement avec des réserves pour permettre non seulement aux fermiers de garder les prix à un prix qui leur permet de continuer de produire, renouveler leurs outillages, etc. Mais en parallèle, il y a également un problème avec le marché et les consommateurs. Il y a des instruments actuellement qui sont liés à nos traditions, à notre connaissance traditionnelle qu'il faut mettre en avant. Il faut donc suivre ce type de modèle. Et souvent, l'alimentation est gardée entre les mains de corporations extrêmement puissantes. Maintenant, lorsqu'on parle de résilience, est-ce que la sécurité peut aider? La résilience, c'est également quelque chose à analyser à différents niveaux. J'ai plusieurs questions que j'aimerais poser, mais j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous écoutent vers les mêmes questions, si elles en ont. Et j'aimerais passer à la dernière série de questions, parce que j'aimerais voir plus d'interactions, et ce serait bien si les personnes qui vont parler maintenant respectent leur temps de parole, ne pas dépasser ce temps pour qu'on ait à peu près 20 minutes pour les questions-réponses. Ensuite, j'aimerais me concentrer sur les aspects pratiques de ces modèles et la faisabilité. Et j'aimerais me diriger vers vous en premier. Vous avez donné un module très intéressant. Vous avez pris en considération beaucoup de choses différentes. Et quel genre de changement recommandez-vous? Quels sont les impacts en réalité? Oui, merci. Ce qu'on a trouvé au cours des dernières années et dans les différentes études qu'on a menées, c'est que les changements sont requis en termes de consommation et de production. C'est quelque chose de très important. Il faut insister, ce n'est pas simplement des changements de production, mais de consommation qui doivent aller main dans la main. Par rapport aux changements de consommation, eh bien, il faut s'assurer qu'on va aller vers un régime sain avec un bon ratio entre les protéines et plantes, 20 à 30% de protéines et 70% de protéines végétales. Aussi d'arrêter de gaspiller la plupart de la nourriture non disposée. Par rapport à la production, il faut produire des récoltes qui nous fournissent les nutriments nécessaires au jour le jour. Pas trop de récoltes avec du sucre, mais celles qui produisent les nutriments nécessaires. Ensuite, il faudra réduire également dans les pays à haut revenu, réduire peut-être le nombre d'animaux et les animaux, en fait, ne peuvent pas consommer des aliments qu'on ne veut pas consommer. Et il faut utiliser des fertilisants organiques, réduire la quantité de déchets qui sont disponibles. Le modèle, quant à lui, il faut conserver un système holistique au niveau alimentaire. Et il faut penser que quelquefois, il faut éviter
et peut-être permettre une transition vers des systèmes alimentaires plus durables sans créer des problèmes ailleurs. Il y a des milliers de conceptions possibles. D'abord, des choses qui sont adaptées à chaque situation en particulier, mais très important également, il faut faire ces choses ensemble. Il faut s'accorder sur ce que l'on veut faire, quel est notre but, traduire le modèle également, quelque chose qui nous permette de nous asseoir autour de la table avec différentes parties prenantes, en fournissant différentes limites, etc., différentes visions qui pourront fonctionner avec le système alimentaire. Autour de l'année prochaine, on pourra travailler là-dessus. Si vous voulez rejoindre nos sessions, eh bien, ce sera intéressant de recevoir vos mails et je serai heureux de collaborer. Merci beaucoup. Vous pourriez également nous envoyer dans la boîte de dialogue vos détails et c'est quelque chose qui ne sera pas en fait une taille et s'adapte à tout. On aura une macro-perspective. L'importance également de solutions basées sur la nature. La nature a beaucoup de solutions. Ça, je n'ai pas compris ce que vous venez de me dire. On vient de vous perdre. Il y avait une coupure de son. La nature est très résiliente, il me semble. La connexion est désastreuse, nous n'entendons plus. Il faut mettre l'accent sur un équilibre. Avant, on avait tendance à trop utiliser de technologies au niveau de l'exploitation de la nature. Et c'est quelque chose de faux. Les systèmes traditionnels et indigènes également doivent apporter beaucoup. Je vous donnerai un exemple en termes de protection au niveau génétique et de conservation. La société traditionnelle est une façon excellente de conserver la diversité des récoltes. Des choses dont nous avons parlé en termes de linéarité, des choses que nous faisons aujourd'hui, c'est l'homogénéisation, mais il n'y a plus de son, encore une fois, au niveau de choses qui sont par exemple des semis naturels versus ceux qui ont été génétiquement conçus. Dans les années 70, on a eu des pesticides qui ont attaqué la plupart des productions et des plantations de malt et d'orge et les industries, la variété du malt et d'orge qui viennent des fermiers éthiopiens. Maintenant, eux, ils ont fourni les semis pour l'industrie globale en fait du du houblon. Eh bien, le système, si on continue avec ça, on risque de se retrouver dans une situation désastreuse. Le problème de l'Occident est très lié à la façon dont ils produisent et consomment. Il y a un nouveau plus de son, dit l'interprète. Et plus c'est important de reconnaître les solutions basées sur la nature avec les connaissances indigènes, évidemment, avec le soutien de la technologie. La technologie ne va pas pour autant disparaître, mais elle ne doit pas prendre le dessus sur la nature. Merci. Et encore une fois, désolé pour les problèmes de connexion, parce que vous aviez à nous dire des choses très importantes au sujet de l'homogénéité et comment les systèmes circulaires peuvent permettre en fait d'éviter l'effondrement de la variété alimentaire sur laquelle on doit se fonder. Un système circulaire peut-il aider à la déconcentration du pouvoir de l'entreprise et un système plus équitable, quelque chose dont vous avez parlé avant? Évidemment, lorsque je l'ai mentionné, en amont et en aval, il y a une concentration des pouvoirs entre les mains de sociétés dans certains pays. Et ici, j'essaye de vous dire qu'il faut changer l'état d'esprit en termes de système de production en utilisant des ressources plus, plus ouvertes, en fait. Ça peut permettre également un changement de paradigme par rapport au type de marché qu'on promeut avec un marché qui, en fait, va créer des produits agricoles. Il y a aussi un besoin de changer l'état d'esprit des consommateurs. Ces habitudes ont changé de façon drastique dans certains pays, alors que ailleurs, souvent, eh bien, ces gens sont dépendants de l'importation de riz ou d'autres denrées. Mais si l'on conserve le système tel qu'il est,
les systèmes plus ancestraux étaient plus résilients, effectivement. Donc, il faut ouvrir ce changement de paradigme et ne pas se fier simplement sur ces modèles circulaires, parce qu'ici, on concentre trop de pouvoir entre les mains de la société, et surtout les sociétés qui produisent des fertilisants. Elles sont totalement déstabilisées, en tout cas, elles ont déstabilisé l'Afrique de l'Ouest, parce qu'elles passent à plus de 60% de fertilisants de ces pays qui maintenant deviennent organiques. Et dans les fermes, en termes d'accès pour avoir accès à des ressources pour la production, et Il y a aussi ça également des change changements qui les visent nouvelles à nos buts cibles qu'on et nous essaie essayons, de rédiger sont basées sur le système nous devons donc nous rendre compte qui que dépend de société, en dépendre gros, de ces systèmes déstabilise ce qui va le déstabiliser le système de système production de alimentaire. circularité. Il faut donc déconcentrer ces sociétés et il faut donc obtenir des changements pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Alors, la dernière question à Nancy. Alors, vous avez démontré d'une façon éloquente les nouvelles pratiques. Alors, peut-on répliquer ce système? Alors, je sais que nous avons très peu de temps. Alors, je voudrais donc que tous comprennent, que tout le monde ait donc la connaissance à l'extérieur donc de leur propre région. Et il faut donc avoir une connaissance même pour les débutants. Et il faut donc que cette connaissance soit basée sur des contextes physiques et sociologiques également. Il faut également connaître les différents contextes d'environnement, la modernisation. Il faut également étudier donc ce qui concerne la population. Et c'est pour ça que moi, lorsque je parlais donc des problèmes qui sont issus donc de l'alimentation rapide, fast food. Et, et maintenant, nous avons donc une situation triple. Nous avons 3 systèmes en place et on ne sait jamais où est-ce que cela va conduire. Alors, il faut donc travailler avec les marchés. Il faut donc les marchés, par exemple, de viande. Alors, il faut donc s'assurer que, par exemple, ceci est bien pacté et qu'il soit donc poussé donc, vers la consommation. Mais il est important que nous apprécions tous ces problèmes et que les communautés doivent entreprendre. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nancy, pour ceci. C'était très utile. C'était très utile. Nous allons donc ouvrir les conversations pour les questions et réponses. Alors, nous avons commencé donc cette séance un peu tard. Alors, nous avons quelques minutes. Nous avons environ 20 minutes pour répondre à ces questions. Alors, je vais prendre 3 questions. Et d'abord, je vais passer aux questions. Et ensuite donner du temps donc aux représentants de pouvoir répondre à ces questions. Alors, la première question, c'est de Deepak Sharma. Alors, ils explorent les systèmes de transformation alimentaire, par exemple au niveau donc de la ferme et au niveau donc du champ lui-même, surtout pour l'utilisation donc de la circularité des produits, des événements. La deuxième question, la question de Savannah, et je suis désolée si je prononce mal votre nom, elle demande, est-ce que la circularité peut introduire des pathogènes qui peuvent entrer dans la nourriture, des problèmes de gaspillage? Alors, quelles sont les polices qui sont en place ainsi que les infrastructures? Et je sais que c'est quelque chose auquel vous avez pensé. Et de Lapa Genura, du panel. Alors, comment donc la demande des consommateurs peut-elle être changée? Excusez-moi, vis-à-vis de ces systèmes circulaires et pour qu'ils fassent partie donc de ces systèmes. Alors d'abord, donc la première partie des questions. Alors, première question, c'est le cadre de travail de ces systèmes alimentaires. Alors, par exemple, au niveau de la prévention et de la sécurité donc des aliments et également donc l'empaquetage, l'emballage.
Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre et passer en premier? Alors, Nancy, je vois que vous avez enlevé votre silence. Alors, comment donc pouvons-nous engager les consommateurs pour qu'ils fassent part de cette situation? Donc, il faut en fait euh, faire une prise de conscience. Comment pouvons-nous les rendre conscients des emballages? Alors, comment peuvent-ils être intelligents en fonction donc des produits qu'ils achètent et en fonction donc du gaspillage qui en résulte? Il faut donc également partager donc des méthodes de recyclage parmi les consommateurs. Et ceci devient donc très critique. Alors, il faut bien mettre la prise de conscience, il faut bien donner cette prise de conscience aux consommateurs. Merci beaucoup. C'est ce que moi, je peux ajouter donc à ces questions. Merci. Anna, voulez-vous répondre à la question sur la prévention et la sécurité alimentaire? Oui, vraiment, c'est vrai. Il faut vraiment donc faire attention à la sécurité des produits alimentaires. Tout ce que je sais, c'est que dans certains pays en Asie, ils essaient donc de séparer donc le gaspillage pour s'assurer que les produits sont séparés. Par exemple, des produits à base d'aliments provenant des animaux. Et si cela se termine bien, ben, c'est une bonne solution. Si nous pouvons séparer les plantes, les animaux, enfin les produits à base de plantes et les produits à base de viande animale, donc ceci deviendra donc beaucoup plus intéressant. Alors, je sais que la technologie peut jouer un rôle important dans ceci. Et alors, et je suis tout à fait d'accord que nous avons besoin d'un grand changement. Il faut également, bien sûr, reprendre tout le concept de la circularité donc, des produits alimentaires. Merci. Alors, merci, Anna. Dasta, est-ce que vous voulez voulez-vous ajouter quelque chose sur ces questions, sur le cadre de travail qui peut être utilisé au niveau donc du champ de la ferme? Debra, Mamadou, allez-y. Mamadou. Alors, avec ce que nous appelons donc l'écologie au niveau de la ferme, alors ceci donc peut être utilisé pour faire une différence entre la production de la nourriture et la consommation, le système de consommation. Comment donc sont-ils interliés? Donc, il y a une transversalité entre ces systèmes qui permettrait donc aux fermiers d'utiliser donc des fertilisants, mais également donc en parallèle travailler avec des données de production et donc se baser sur ces connexions. Alors, au niveau des consommateurs, le problème qui existe en fait, c'est en fait les lois internationales ou les règles internationales qui en fait démontrent qu'il y a une distorsion entre les pays, alors avec les pays qui ont une subvention et les territoires nationaux. Donc, il y a des marchés qui poussent le développement donc, des aliments et dans d'autres pays, je vois qu'il existe un changement. Alors, il faut donc ouvrir les portes, il faut visiter donc les écoles agricoles et donc aider donc les consommateurs. Et donc, il faut donc avoir des espaces ouverts où les consommateurs puissent donc discuter avec, surtout en Afrique de l'Ouest, et avec donc les négociants. Alors, par exemple, ceux qui exportent le riz, il faut donc qu'il soit en fait un point clé pour la production donc, des aliments. Donc, il faut en fait passer d'un système linéaire vers un système de circularité. Merci. Alors, également, ce qui peut advenir de ces différents cadres de travail, il faut donc avoir des pratiques agricoles. Il y a beaucoup de modèles qui sont originaux et qui sont pratiqués dans différentes parties du monde.
Alors, je pense que j'ai répondu à une question. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette réponse. Merci. Merci. Désolée donc de ces connexions du son, de ces mauvaises connexions. Alors, il y a 3 questions très rapides. Alors, peut-être que Anna et Desta, ce sont des points pourvus. Alors, la première question de Savannah, c'est de comprendre les systèmes circulaires. Donc, on a certainement un problème donc de surcharge et de prix. Et est-ce qu'il y a donc des index au niveau de l'université à différents niveaux, au niveau national, régional et bien sûr au niveau de la... Et il y a également beaucoup de communautés qui ont du mal à, comment dire, à s'en sortir. Il y a un problème de famine. Est-ce que est-ce que comment dire, il y a également beaucoup d'insécurité au sujet donc des aliments. Alors, je vais commencer avec vous. Je suis sûre que Nesta, vous avez quelque chose à ajouter. Alors, avec les différentes compétences qui existent, c'est très important. Il y a donc des documents, enfin des papiers, des journaux. Alors, en fait, il n'y en a pas où ceci donc a été évalué. Donc, c'est quelque chose que nous voudrions faire. Et dans notre groupe, nous avons donc conçu, on voudrait concevoir ceci donc au niveau donc de la ferme pour que nous puissions donc l'intégrer dans le modèle. Si vous faites ceci, et de ce que nous avons dans le modèle donc à un niveau beaucoup plus haut, ceci vous dira quelles sont donc les céréales qui sont les mieux, comment les animaux donc se comportent et combien de fermiers, par exemple, avons-nous, combien de fermiers, comment dire, cultivent ce genre de céréales, etc. En combinant donc tous ces différents modèles, en fait, ceci donc représente quand même un challenge très important. Et c'est quelque chose que nous pourrions faire dans le futur et donc avoir un modèle de fermier qui soit beaucoup plus grand au niveau mondial. Testa, vous avez quelque chose à ajouter sur ce modèle? Donc, au niveau de la circularité, il faut également donc un engagement d'acteurs, il faut de l'innovation à tous les niveaux. Donc, en fait, il faut des procédures du bas vers le haut qui puissent donc gérer tous les niveaux. Mais il faut donc des efforts pour obtenir ces résultats. Je suis désolée, mais je dois quitter maintenant pour une autre session. Merci. Alors, nous allons donc finir cette session. Alors, très rapidement, durant cette transition, donc il y a certainement des efforts à faire. Et donc, quelquefois, dans certains cas, le niveau de destruction est important. Alors, un des grands efforts qui existent, c'est au niveau de la fertilisation donc, des sols. Et quelquefois, ceux-ci donc, sont détruits très rapidement. Par exemple, nous en avons beaucoup ici. Alors, vous les perdez donc, alors par exemple, 2 à 3 à 2 tonnes par hectare. Et après 2 ans, et pendant des années, nous n'avons pas pu mettre une seule quantité donc, des fertilisants. Alors, ceci donc, demande beaucoup d'efforts. Et il faut donc ensuite que le rendement se produise. Et donc, dans certaines régions, nous prenons donc des risques. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à gagner donc, au niveau du temps et des efforts lorsque nous avancerons progressivement. Merci beaucoup. Nancy, vous avez une dernière pensée? Bon, je pense que ça a été une très bonne discussion. Nous avons une grande opportunité de comprendre et de voir comment les pays vont se développer, où est-ce que se trouve, enfin, et d'étudier leur politique alimentaire. Mais ce qui est très critique, d'après moi, c'est le problème des sols, le problème de la sécurité alimentaire, le problème donc d'accéder aux graines. Et donc, c'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, Nancy. Donc là, c'est vraiment un point très intéressant. On a parlé de la sécurité, des principes de la circularité. Alors, les différents modules, les exemples qui ont été produits, qui ont été étudiés par Anna. Alors, pourquoi donc le modèle de circularité pourrait donc aider pour rendre tous nos
système alimentaire soit configuré pour être beaucoup plus durable. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais le résultat à l'avenir sera beaucoup plus efficace que nous avons maintenant. Ceci a été donc une discussion fascinante et maintenant donc nous sommes à court de temps. Alors je vous remercie tous et donc je vous donne donc un applaudissement, je vous applaudis et voilà, je vous remercie de votre participation. Et donc nous avons dépassé le temps. Mais c'était un plaisir énorme de pouvoir présenter. Et maintenant, nous allons avoir, par exemple, 10 minutes, un petit break, et ensuite, nous allons reprendre. Et après, vous pourrez donc discuter avec les chercheurs. À bientôt, après le break. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et à l'année prochaine pour notre session suivante. Comment nous aurons donc mis en place ces systèmes circulaires. À bientôt.